Donc ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de passer du monde des systèmes, maintenant que vous savez concevoir un circuit, et maintenant ce qu'on va essayer de voir, c'est comment le fabriquer. Comme ça, vous pourrez repartir avec un circuit qui marche. D'ailleurs, j'en ai amené quelques-uns, et je vous inviterai à la fin de la présentation, si vous le souhaitez, à venir voir différents composants, donc matériels. Je vais parler un peu de logiciel, puisque l'objet de ma société, c'est de faire du logiciel, mais j'ai amené un certain nombre d'échantillons qui sont à votre disposition, tout au moins pour les voir, pas pour les emmener, mais je vous invite à la fin, n'hésitez pas, on pourra parler ensemble des différents composants matériels dont on va parler là. Donc ce que M. Berry vous a montré, dans un premier temps, ce sont donc à gauche des systèmes. Là, on voit un téléphone, un PDA, qui est un système vu aux rayons X. On voit un certain nombre de circuits à l'intérieur. Donc, si on veut concevoir ces systèmes, on va faire appel à un certain nombre de logiciels, donc qui sont la base de ma société. Le chiffre d'affaires de ma société est fait avec du logiciel principalement. Donc, il faut utiliser une phase de conception par logiciel, sachant que le produit final auquel on veut aboutir, c'est un circuit. Donc, voilà une image de circuit. C'est par exemple un nouveau processeur AMD. Là, je pense qu'il s'agit d'un quadriprocesseur. On voit une symétrie verticale horizontale avec ici des blocs répétés, donc ça doit être le dernier processeur AMD. Et puis enfin, pour faire ça, il faut passer par une phase de fabrication. Donc peut-être que vous avez parfois vu des images de fabrication dans lesquelles les gens sont dans une atmosphère lumineuse un peu jaunâtre, telle que celle-ci, et puis sont habillés comme des cosmonautes. Donc on va comprendre pourquoi, j'espère, à l'issue de cette présentation. Donc d'abord, un peu d'histoire. Tout d'abord, au début des années 60, le premier circuit intégré a vu le jour, donc on estime ça fin des années 50, début des années 60, au laboratoire, au Bell Labs aux États-Unis. Et ce circuit ne contenait que quelques transistors. Et à l'époque, donc c'est ça le point un peu intéressant, c'est que les ingénieurs se disaient que c'était tellement compliqué qu'en vérité, on ne pourrait jamais en mettre plus d'une vingtaine par circuit. D'une part parce que c'était complexe, mais aussi parce qu'ils n'en voyaient pas réellement l'intérêt à l'époque. Et c'est en 1965, donc M. Berry vous a parlé de la loi de Moore, un des fondateurs d'Intel en 1965 a fait l'hypothèse que tous les 18 mois, le nombre de transistors par circuit doublerait. Ça a un intérêt, c'est que, comme il vous l'a expliqué, non seulement c'est une loi qui, 40 ans plus tard, est toujours vraie, mais en plus qui a l'avantage de nous permettre de prévoir l'avenir. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on utilise cette loi pour se dire qu'est-ce qu'on va faire dans 18 mois. Donc ça nous permet, nous, concepteurs de logiciels, d'imaginer les logiciels dont on aura besoin. Mais pas seulement, ça permet aussi, par exemple, aux équipementiers, à ceux qui fabriquent les machines, de les imaginer et de les commercialiser. Les temps de R&D étant excessivement longs. Donc voilà l'histoire. Si on regarde ça un peu graphiquement, donc ça, vous l'avez aussi déjà vu dans la conférence inaugurale, je vais revenir un petit peu dessus. On voit les années en abscisse ici, donc de 1970 à 2010, et on sait déjà, jusqu'aux années 2020 environ, ce que nous réserve l'avenir. On voit en ordonnée le nombre de transistors sur une échelle logarithmique, donc on voit que ce n'est pas linéaire là, hein, c'est une loi exponentielle. Et ce que ça nous dit aujourd'hui, c'est qu'en 2007, on est aux environs du milliard de transistors. Donc ça, on le savait déjà il y a quelques années, et c'est la vérité, donc on n'a pas de surprise. Ça nous dit aussi que dans quelques années, on sera à 2 milliards de transistors dans 18 mois, et c'est aussi, si on regarde le processeur Intel Nehalem, qui est le nom du projet sur lequel il travaille, il fait effectivement 2 milliards de transistors. Alors, la loi, il faut la regarder un peu plus attentivement. D'une part, si on regarde la courbe elle-même, on voit apparaître des noms de processeurs Intel qui peuvent peut-être vous dire quelque chose, si vous vous souvenez des noms des PC qu'on utilisait et qu'on utilise aujourd'hui. Donc on parlait du 286, 386, Pentium, Itanium aujourd'hui. Et on voit à côté les fréquences. Donc ça, on a compris dans le cours précédent que la fréquence était ce qui déterminait en fait la performance du calculateur. C'est la fréquence à laquelle l'horloge bat. Et donc, plus elle est élevée, plus le processeur est puissant, mais plus elle est élevée aussi, plus il consomme. Ça, c'est une loi de l'électricité sur laquelle il est inutile de revenir, mais malheureusement, plus la fréquence est élevée,
plus le dispositif va consommer d'énergie et donc dissiper de l'énergie thermique. Il y a un point aussi qui est très important, c'est que le coût du transistor en parallèle a diminué dans les mêmes proportions, dans des proportions exponentielles. Donc un transistor qui coûtait 1 dollar en 1970, aujourd'hui coûte 1 millionième de dollar. Donc ça explique un grand nombre de choses. Par exemple, le fait qu'un PC aujourd'hui coûte beaucoup moins cher qu'il ne coûtait à puissance égale dans les années 70. Il faut bien voir qu'en parallèle, il a fallu faire, donc ça c'est le cœur de ce qu'on va expliquer ici, il a fallu faire diminuer la taille du transistor. Tout ce combat pour faire des processeurs plus performants, en fait, ça a consisté à faire diminuer la taille de l'élément de base de mon processeur, qui est le transistor. À la base, tout le transistor, qui est un élément digital en l'occurrence, il se comporte comme un interrupteur dans mon circuit digital, et ce que je vais faire, c'est au fur et à mesure des années, vouloir diminuer sa taille. Donc, moi, quand j'ai commencé à travailler, au début des années 80, on travaillait sur des transistors qui nous semblaient déjà petits, qui faisaient 3 microns. Donc, je rappelle qu'un micron, c'est 1 millième de millimètre, donc 1 millionième de mètre. Et aujourd'hui, on atteint des transistors, donc pour les circuits les plus élaborés aujourd'hui, sur les PC les plus performants, qui font 65 nanomètres. Le nanomètre étant le millième du micron, donc le millionième de millimètre, et donc le milliardième de mètre. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour ici de l'historique de la loi de Moore. Donc encore une fois, ce qui est important, ce dont il faut se souvenir, c'est que la loi nous dit déjà comment seront les transistors, le coût des transistors, leur nombre par processeur dans quelques années. Et ça, on a des lois prédictives qui, dans un horizon jusqu'à 2020, nous font prédire qu'un transistor fera aux environs des 6 nanomètres en 2020 et qu'on en aura environ des 6 milliards par processeur. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi toujours plus? Et beaucoup en fait, de gens s'interrogent là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on veut toujours mettre plus de transistors par circuit? Et parfois, on peut, nous-mêmes ingénieurs, se posons la question, est-ce que ce n'est pas une tendance des ingénieurs, finalement, à vouloir toujours tout compliquer? Il faut voir quand même qu'il y a un certain nombre d'objets dans notre quotidien qui en bénéficient. Donc, les ordinateurs, dans notre vie quotidienne, les jeux vidéo. Donc, j'ai mentionné les jeux vidéo, ce n'est pas anodin, c'est qu'en fait, un des grands moteurs aujourd'hui, tout au moins des progrès qui sont faits, sont les jeux vidéo. Donc, ça peut paraître bizarre, voire même futile, mais c'est pourtant la vérité. Les appareils photo, si vous regardez les appareils photo numériques, chaque année, les appareils photo numériques sont de plus en plus performants à coût égal. Les caméscopes, les téléphones portables, on en a parlé, les GPS par exemple, et puis des objets qui sont sûrement plus utiles, par exemple dans le monde du médical, les stimulateurs cardiaques par exemple, donc tout ça bénéficie de l'électronique. Donc il y a quand même un grand nombre de points positifs. Les objets sont plus performants, donc leur puissance est plus importante. Ils sont plus petits, donc du fait de cette loi de Moore, ils deviennent de plus en plus petits, sachant que les transistors sont de plus en plus petits, c'est évident. Ils sont plus légers, puisque les objets sont plus petits, donc plus portables. Un téléphone portable, si vous vous souvenez, il y a quelques années, c'était un Radiocom 1000, ça devait peser quelques kilos. Aujourd'hui, tout le monde a un GSM dans la poche. Ils sont plus économes en énergie, donc ça c'est évidemment un avantage parce qu'ils ont des plus petites batteries. Ou alors, ils ont des autonomies plus grandes. Un téléphone, maintenant, ça a une autonomie quasiment d'une semaine. Ils sont moins chers, donc ils sont moins chers à puissance égale ou ils sont plus chers à puissance supérieure, c'est comme on veut. Mais en revanche, il y a quand même il y a des points négatifs, c'est qu'ils sont plus complexes à concevoir. Donc ça concerne les concepteurs à la fois de logiciels, mais aussi les concepteurs, les designers qui font la conception, les architectes. Et puis, ils sont plus complexes à fabriquer. Donc ça, on va voir l'impact. Ça a fait totalement changer en une vingtaine d'années le modèle de fabrication des circuits. Donc ça, c'est quand même important. Il y a une vingtaine d'années, on avait beaucoup d'industriels, en Europe, en France, partout dans le monde, qui concevaient, donc qui assuraient à la fois la partie de conception, qui imaginaient par exemple un téléphone, qui en concevaient les circuits, qui les fabriquaient, qui les vendaient. Et ça, en une vingtaine d'années, ça a quasi disparu, c'est-à-dire que c'est une industrie qui s'est totalement consolidée, externalisée. Maintenant, ce sont deux métiers différents. Donc les gens qui conçoivent, le plus souvent, ne sont pas les mêmes que ceux qui fabriquent. Donc on va en parler un peu plus longuement. Ce que je vais commencer par faire, c'est vous comparer deux microprocesseurs. Donc
on va commencer par... Donc les noms peut-être ne vous disent rien. Le 4004, un des premiers microprocesseurs d'Intel en 1971, en fait, c'est celui qui a eu un succès phénoménal grâce à l'avènement des calculatrices dans les années 70. Donc toutes les calculatrices qu'on commençait à utiliser en étaient dotées. Donc ce processeur, il est ici, donc on voit sa vue physique au microscope, et puis son petit boîtier ici. Donc c'était un petit circuit, vous avez sûrement vu ce type de circuit lorsque vous avez ouvert des appareils. Il avait une horloge, donc on sait maintenant ce qu'est l'horloge de fonctionnement du circuit, qui était de 108 kHz, donc 108 000 Hz. On l'alimentait en 15 volts, donc il fallait plusieurs piles. Et il avait la taille du transistor élémentaire à l'intérieur. Là, ici, à l'intérieur, on avait des transistors qui faisaient 10 000 nanomètres. Alors j'ai volontairement mis l'unité en nanomètres, donc en milliardième de mètres, pour qu'on puisse comparer avec les processeurs d'aujourd'hui. Donc il avait un transistor qui faisait 10 microns. Et il contenait 2300 transistors dans un boîtier de 16 pattes. Donc aujourd'hui, ça peut nous sembler un peu drôle, mais il faut se souvenir qu'à l'époque, c'était quelque chose de phénoménal. La complexité pour faire ça, c'était de représenter ça, d'agrandir ça sur du papier et de faire on coloriait toutes les lignes. Moi, j'ai travaillé sur des circuits de ce type-là dans lesquels on coloriait les lignes, on en faisait la connexion manuellement et on vérifiait avec un double décimètre la longueur des lignes. Enfin, ça peut sembler la préhistoire, mais pourtant, c'est la vérité et ça n'a que 30 ans. Aujourd'hui, un nouveau microprocesseur, le Penryn, le nom de code de ce microprocesseur Intel, qui est par exemple le dual-core Itanium ici, donc, en 2007, lui, il est alimenté avec une horloge à 3 GHz, donc le facteur d'échelle qui est assez parlant. Il est alimenté en 0,8 volts, donc on imagine que la batterie qui va l'alimenter sera beaucoup plus petite. La taille du transistor à l'intérieur est de 45 nanomètres. Donc je vais rappeler ici les échelles. 1 mètre égale 1000 mm égale 1 million de microns égale 1 milliard de nanomètres. Et il contient 820 millions de transistors, donc presque 1 milliard. Son boîtier contient 603 pattes, donc on appelle ça des pattes, des pins. Ce sont les broches qui permettent de le connecter au monde extérieur. Donc voilà un peu l'échelle des progressions. Alors ce qu'il faut bien voir, il faut ramener ça à des choses qu'on peut mesurer plus facilement, donc des choses qui vont nous embêter pour la fabrication. Lorsqu'il va falloir fabriquer cette bête ici, on va voir apparaître assez facilement ce genre de phénomène. Donc, un cheveu, il faut bien voir qu'un cheveu, ça fait 90 000 nanomètres, donc 90 microns, c'est-à-dire la taille de 2000 transistors aujourd'hui. Donc, n'en parlons pas. Un cheveu sur un circuit, ça le tue immédiatement. Donc, on va aller un peu plus petit, on va aller à l'échelle de la bactérie qui fait 2 microns, soit 2000 nanomètres, c'est la taille de 44 transistors. Donc une bactérie, ça serait à peu près ici ce qui est tombé sur mon circuit. Là, on voit des lignes de métal. Donc en fait, on voit à l'horizontale des lignes de métal sur une couche supérieure qui le croise, et puis soudain est tombé ce qu'on appelle une contamination. Le plus souvent, on ne se pose pas la question de savoir ce que c'est. On sait seulement que là, on a un circuit qui ne fonctionne plus. Mais au microscope électronique, lorsqu'on voit ce genre de choses, on parle de contamination de circuit. Et en fait, là, il y a deux options qui se présentent à nous. Soit on recommence lorsque c'est encore possible, donc il y a des étapes où on peut recommencer, donc on nettoie et on recommence, soit on met à la poubelle. À l'échelle du virus, un rhinovirus qui fait à peu près 20 nanomètres, cette circonstance avec la grippe, ça fait la moitié d'un transistor aujourd'hui. Et enfin, donc souvent les gens se disent mais où est-ce qu'on va s'arrêter? Parce que souvent c'est ce qui vient à l'idée, c'est on va toucher l'atome et en fait on n'en est plus très loin puisqu'on va le voir, les lignes sont quand même très larges par rapport à la taille d'un atome, mais en revanche sous les lignes pour faire des transistors on utilise ce qu'on appelle un oxyde de grille qui fait aujourd'hui l'épaisseur de quelques atomes. Donc on est avec des oxydes de 0,24 nanomètres, on est à peu près à l'échelle de 4 à 5 atomes de silicium. Donc on en est encore loin, plus très loin. On a trouvé d'autres méthodes qui vont permettre de contourner ces obstacles technologiques.
Mais enfin, il faut bien voir que fabriquer des circuits, ça nécessite d'être dans un environnement qui permet d'éviter non seulement d'avoir des cheveux, des bactéries, mais aussi des virus aujourd'hui. Donc on va voir comment ça se passe en pratique. Ce qu'il faut voir assez brièvement, je vais essayer d'être rapide, c'est comment fonctionne un transistor. Parce qu'on parle de transistor, on sait que maintenant un circuit est composé de transistors, de milliards de transistors. Le transistor, ça peut être utilisé pour faire plusieurs choses. Par exemple, ici, on voit un transistor. Ceux qui ont démonté leur amplificateur audio ont vu des dispositifs de ce type-là avec 3 pattes. Ça, c'est un transistor audio qui permet d'amplifier un signal faible et pour en faire un signal plus fort qui va aller sur les haut-parleurs. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de faire fonctionner le transistor un peu différemment. On n'est pas intéressé par l'amplification du transistor, par ses capacités à amplifier un signal. Ce qui nous intéresse ici, c'est à soit avoir un 0 ou un 1, on l'a vu en logique digitale. Donc ce qui nous intéresse, c'est de soit avoir un interrupteur ouvert ou un interrupteur fermé. Donc c'est aussi simple que ça. On veut soit que le courant passe entre les deux broches ici, que sont la source et le drain, donc les deux pattes externes, et on veut commander le passage de ce courant par ce qu'on appelle une grille ici, en son centre. Donc je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails dans le temps qui m'est imparti, mais ce qu'il faut retenir du fonctionnement de ça, et c'est comme ça que j'avais appris le fonctionnement du transistor, c'était dans la boîte du petit radioélectricien que j'avais eu quand j'étais enfant, c'est que entre les deux pattes externes du transistor, il y a une patte de commande qui permet de commander, selon qu'on lui met 0 ou 1, donc une tension ou pas, de dire je fais passer le courant entre les deux extrémités de mon transistor. Et en fait, tous les transistors de mon circuit, pour simplifier, vont fonctionner de cette manière-là. Donc c'est à peine vrai parce qu'en pratique, dans un circuit, il y a aussi parfois des parties analogiques. Je pense par exemple à un circuit de téléphone portable ou de lecteur MP3 qui vont avoir une partie amplification de signal. Mais enfin, pour simplifier, on va faire l'hypothèse qu'on se limite à ces transistors qui se comportent comme des interrupteurs. Ce qu'on a vu avec la loi de Moore, c'est que la taille des transistors diminuait. Alors pourquoi? Ce qui paraît évident ici, c'est que plus la taille entre les deux extrémités est faible, et plus le transistor sera rapide. Donc ça, c'est intuitif, et c'est effectivement la raison qui nous fait diminuer la taille des transistors. C'est-à-dire que la vitesse du transistor est inversement proportionnelle à sa longueur. Donc là, on parle de longueur du transistor, en fait, entre la gauche et la droite, et de largeur, ici, du transistor, ici. Ce qui va déterminer la puissance électrique du transistor, c'est la surface, c'est-à-dire que c'est le produit de sa largeur par sa longueur, et donc de son intersection avec ce qu'on appelle l'oxyde de grille, qui va commander le passage des électrons entre le drain et la source. Donc ici, entre les deux, je vais avoir passage d'électrons, et là on voit effectivement au microscope électronique à balayage une vue en 3 dimensions. Donc là, c'est une vue du dispositif, on a coupé le wafer et on a fait une photo au microscope électronique. Et on voit effectivement, donc l'échelle ici est de 100 nanomètres, donc un peu comme une carte routière. Là, vous voyez à peu près ce centimètre qui est égal à 100 nanomètres. On voit ici l'intersection avec l'oxyde de grille, ici, et la vue en 3 dimensions de mon transistor. Alors, ce que je l'expliquais précédemment, c'est qu'effectivement, l'épaisseur d'oxyde de grille, donc la zone en dessous de la grille aujourd'hui, fait à peu près 1,2 nanomètres, c'est-à-dire 4 couches atomiques de silicium. Donc tout ça, c'est complexe, on l'imagine, et je vais vous décrire un petit peu en détail la manière dont on fait ces dispositifs. Alors, dans un premier temps, on a parlé de silicium. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise autant le silicium? Pourquoi on parle de semi-conducteur? Le silicium, il a un avantage, c'est qu'il est présent partout dans la nature, puisqu'on l'extrait du sable. Donc, si on regarde son symbole chimique, ici, il est composé de 14 électrons, 14 protons, et il appartient au groupe 4 dans la table des éléments. Ça signifie donc qu'il a 4 électrons sur sa couche de valence et qu'il peut donc se combiner aisément à des atomes voisins pour s'associer dans un cristal monocristallin de ce type-là dans lequel il échange les électrons avec ses voisins. Donc ici, on a représenté une structure monocristalline de silicium parfaitement régulière. Alors,
Ça veut dire quoi qu'il est semi-conducteur? Ça veut dire qu'en fait, c'est une palissade, mais en fait, ça veut dire qu'il est entre les deux. Il est ni isolant ni conducteur. C'est entre le verre et l'aluminium. Donc, à l'état stable, il se comporte exactement comme ni isolant ni conducteur. On a besoin de faire quelque chose pour l'aider à conduire le courant. Et ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle le dopage. Alors, comment ça fonctionne? En fait, le premier type de dopage va consister à lui injecter, donc à le bombarder en pratique, avec un élément chimique qui, lui, va avoir envie de se combiner avec le silicium, mais qui a un électron excédentaire. Donc, par exemple, le phosphore, il a 5 électrons sur sa couche de valence, il appartient au groupe 5 dans la table des éléments. Si je remplace un atome de silicium ici par un atome de phosphore, ça pourrait être autre chose qui appartient au groupe 5, mais là, en l'occurrence, j'ai pris l'exemple du phosphore parce que c'est ce qu'on utilise le plus souvent, sous forme d'acide phosphorique dans la fabrication. Donc, si je remplace un atome de silicium par un atome de phosphore, mon dispositif va avoir un électron excédentaire et donc va avoir envie de donner cet électron au monde extérieur. En revanche, si j'utilise un élément chimique du groupe 3, par exemple le bore, donc, qui est le plus souvent utilisé en pratique, lui, ce qu'il va faire, si je bombarde mon dispositif, c'est qu'il va remplacer un atome de silicium par l'atome de bore, mais lui, en échange, va être déficitaire d'un électron. Donc, il va avoir envie d'accepter les électrons. Donc, je l'ai symbolisé ici par la flèche qui va avoir envie de recevoir un électron. On parle aussi de donneur de trous. Donc, on utilise parfois cette expression pour dire que soit j'accepte les électrons ou je donne un trou donc, qui est son opposé. Donc en fait, ces deux étapes sont à la base de tout le fonctionnement du transistor. Et toutes les étapes qui vont suivre vont montrer les étapes de dopage sont à la base de la constitution de mon transistor. Alors d'abord, il faut se poser la question de savoir comment je fais ce qu'on appelle les wafers. Donc les wafers, je vous en ai apporté quelques-uns ici, vous pourrez venir les voir. Ce sont les galettes de silicium, wafer signifie hostie en anglais. Donc ce sont les galettes de silicium qui sont le point de départ de toutes les étapes de fabrication. Donc l'élément de base de la fabrication, c'est le wafer. En pratique, ce n'est pas le wafer, c'est plutôt le lot de wafers. On ne processe pas des wafers individuellement, ça serait beaucoup trop risqué. Même si on a peu de circuits à fabriquer, et qu'un wafer en contient un grand nombre, sur un wafer de ce type-là, on peut avoir 300, 400, 500 circuits individuels. On imagine bien que si, lors de la fabrication, il se casse, on a tout perdu. Donc en fait, on fabrique toujours plusieurs wafers et en pratique, les machines n'acceptent ce qu'on appelle des batchs de wafers, donc des lots de wafers qui transitent à l'intérieur avec un grand nombre de circuits. Donc on utilise une méthode. Donc le nom porte peu, c'est M. Skowalski qui avait inventé cette méthode. On part du sable en fait. Donc à partir du sable, on extrait du silicium polycristallin par des étapes de purification sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Mais enfin, globalement, on obtient du silicium purifié, mais qui est polycristallin, c'est-à-dire que les atomes ne sont pas combinés sous forme monocristalline. Et en fait, par une technique de cristallisation, donc c'est un peu la même technique que j'utilise pour faire du sucre cristallisé, je vais injecter dans mon silicium en fusion, dans un réceptacle dans lequel le silicium est en fusion, je vais injecter un germe qui est parfaitement monocristallin, et comme par miracle, je vais faire croître un barreau de silicium, donc le point de départ ici est à droite, et autour de ce germe monocristallin, je vais faire croître un barreau circulaire, donc par rotation et par tirage. Donc c'est une opération qui est très lente, qui prend des heures. Donc en tirant le dispositif, en tirant le germe monocristallin et en faisant tourner l'ensemble du dispositif, donc le silicium tourne dans un sens, le barreau tourne dans le sens contraire, très doucement. Je fais tirer l'ensemble et j'ai un barreau de ce type-là qui va croître. Donc un barreau qui est grand, hein, en fait, ça peut faire plus d'1 mètre, et il va croître tout doucement dans une enceinte confinée pour être le plus parfait possible. Il faut bien voir que l'ennemi à ce niveau-là, c'est la contamination à nouveau. C'est-à-dire que si j'ai des défauts dans la structure monocristalline de mon barreau,
Ces défauts vont créer des points de rupture ou de stress ou des défauts lors de ma fabrication de circuits. Donc la qualité doit être parfaite, mais aussi la planéarité, on va le voir. Après avoir créé ce barreau, il va falloir que je découpe mes wafers, donc je les scie. En pratique, tout ça va être scié verticalement, poli. Il faut voir que les contraintes ici, à ce niveau-là de polissage, sont telles qu'on peut comparer ça, par exemple, à quelques centimètres sur l'océan Pacifique. Donc ce sont des contraintes qui expliquent le coût prohibitif du matériau de base qu'est le silicium. Bon, même si c'est assez négligeable par rapport au coût de fabrication, c'est quand même un procédé complexe. Et là, à ce niveau-là, j'ai donc mes wafers que j'achète à un fabricant de wafers. Donc typiquement, des gens comme Monsanto ou des chimistes qui fabriquent des wafers. La loi de Moore, elle nous a obligés à faire une chose, c'est à augmenter le diamètre des wafers. Donc si on regarde l'historique, on est parti de wafers qui étaient petits, donc là on en voit un qui faisait quelques pouces. L'unité, c'est resté le pouce, l'unité anglo-saxonne. Donc si on regarde dans les années 70, on avait des wafers de 3 pouces, sachant qu'un pouce fait 2,54 cm. On avait donc des galettes qui faisaient 7,5 cm environ. Aujourd'hui, en 2007, les usines processent des wafers qui sont de 8 pouces ou de 12 pouces. Il faut bien voir qu'une usine ne peut pas décider du jour au lendemain de passer de 8 en 12. Tous les équipements sont dédiés à la taille d'un wafer. Ce qu'on sait déjà, donc, grâce à la loi de Moore, c'est que probablement on aura des wafers de 16 pouces. 16 pouces, ça fait donc aujourd'hui 2,54 cm, on est déjà à 30 cm. Donc il faut voir qu'on manipule des galettes qui sont de cette taille-là. Et donc on sera à 16 pouces dans les années 2010. On ne pense pas beaucoup aller au-delà parce qu'il y a un problème qui se pose au-delà, ce sont souvent des problèmes de casse mécanique. Déjà, c'est compliqué de manipuler des wafers de cette taille-là. On ne peut pas les tenir à la main, bien sûr. Pendant longtemps, on les tenait avec des espèces de pinces à épiler, enfin le principe d'une pince à épiler un peu plus grosse. Aujourd'hui, c'est des systèmes de pinces à vide, mais il y a un taux de casse qui n'est pas négligeable. Et il faut savoir que ça, c'est l'avantage de faire des wafers plus gros, c'est que pourquoi est-ce qu'on tend toujours à faire des wafers de plus en plus grands? C'est que plus le wafer est grand, plus il contient de circuits, c'est évident. Mais surtout, à taux de contamination fixe, puisque c'est un peu ça qui guide la fabrication, c'est que le taux de contamination est relativement fixe dans une usine. C'est-à-dire qu'ici, là, on sait qu'il y a un certain nombre de particules par mètre cube, que ce wafer va recevoir donc un certain nombre de particules de contamination, et donc le coût de production du circuit individuel va diminuer de manière inversement proportionnelle à la taille du wafer. Et ça, en fait, c'est assez peu intuitif. Beaucoup de gens se posent la question de savoir mais pourquoi est-ce que mon circuit, en étant plus petit et mon wafer plus gros, va coûter moins cher? Et ben, c'est parce que la poussière qui va tomber sur le wafer, dans ce cas-là, plus le circuit est petit et plus le wafer est grand, moins elle va en tuer, en fait. Donc c'est une évidence, mais plus le circuit est petit, moins il est cher. Et c'est donc une des raisons pour lesquelles on veut faire des circuits de plus en plus petits en permanence, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on veut que les wafers soient de plus en plus grands. Alors, je vais décrire brièvement quelques étapes de base. Évidemment, je n'ai pas le temps d'aller en détail dans tout le processus de fabrication. Je m'arrêterai sur quelques étapes plus critiques, mais quelques étapes de base importantes à comprendre. C'est, dans un premier temps, l'implantation ionique. Elles ne sont pas forcément dans l'ordre, on va le comprendre. En fait, le processus, c'est plus un processus de rebouclage, plus qu'un processus linéaire. Mais il y a quelques étapes de base importantes à comprendre. C'est celle qui consiste déjà à bombarder un dopant dans le dispositif. Donc à injecter soit du bore, soit du phosphore à l'intérieur de ma structure monocristalline de silicium. Et pour ça, j'utilise ce qu'on appelle un implanteur ionique. Donc c'est une très grosse machine qui fait plusieurs mètres cubes, qui est en fait un accélérateur de particules, à partir de laquelle j'ai dans un sens, j'injecte du phosphore ou du bore, j'accélère le tout, et je viens bombarder ici mes wafers qui ont été introduits dans la machine. Donc je passe sur les étapes de mise sous vide, en fait. Il y a des étapes qui sont complexes, chères et lentes, de passage à vide, et
de passage à vide qui sont des vides très très poussés. Non seulement on utilise des pompes traditionnelles de pompes à vide, mais aussi des pompes cryogéniques, des pompes ioniques, des pompes moléculaires. Donc tout ça est très complexe, il faut que tout soit dans un vide parfait avant que je ne puisse bombarder mon wafer avec des dopants. Donc je passe assez vite. Après avoir bombardé le wafer, je vais vouloir faire pénétrer les dopants. Et pour ça, je vais utiliser des fours. Donc il y a de nombreuses étapes thermiques dans la fabrication qui consistent à mettre mes wafers sur des rails. En pratique, dans des chariots, les wafers vont être introduits dans des tubes en quartz à très haute température. Donc ça, souvent, ça dépasse le millier de degrés. C'est chauffé dans des fours à chef et à haute fréquence. Et tout ça est chauffé pendant des heures et les dopants vont être introduits dans le silicium. Donc là, on voit d'un peu plus près un four qui peut aussi servir de four d'oxydation à faire croître un oxyde de silicium. Donc on voit ici la haute température, les wafers sont introduits dans des fours, c'est une autre étape, l'oxydation, donc on voit un four. Enfin, ici, on voit une étape de déposition qui est par exemple celle qui va consister à déposer du métal partout sur un wafer, le métal qui va servir à établir les connexions métalliques. Donc, en résumé, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on utilise de très grosses machines dans des très grosses usines. Je n'ai pas le temps de détailler. Je pense que l'intérêt, c'était de voir malgré tout quelques photos, parce que visiter une usine, c'est rarissime. Et on comprend pourquoi, parce qu'on en voit parfois des images, mais les gens, en général, n'ont pas envie de montrer ce qui s'y passe, et surtout de faire entrer des êtres humains qui donc sont des sources de contamination majeures. Donc c'est très très difficile d'y rentrer. En revanche, je vais vous parler un peu plus longuement d'une étape qui est essentielle, qui est ce qu'on appelle l'étape de gravure. Donc graver une couche métallique, par exemple, ça consiste à l'aide d'un plasma, qui est le quatrième état de la matière. Donc en fait, on ionise un gaz, un peu comme on le fait dans un tube néon. On va provoquer, en bombardant un wafer, on va provoquer à la fois une attaque chimique et mécanique. Donc on va bombarder le wafer avec un élément chimique qui va avoir une action chimique sur la couche superficielle du wafer et qui va avoir une action mécanique, donc qui va le rôder un peu comme on le ferait avec une perceuse. Donc on va régler la composition gazeuse du plasma, donc on va choisir soigneusement les gaz qui vont entrer dans la composition du plasma, leur pression, et puis un certain nombre de paramètres électriques qu'on va voir qui sont assez complexes, que je vais illustrer comme ça. Donc la gravure, ça consiste à vouloir obtenir ce profil. Ce que j'ai fait ici, c'est que je vais déclencher un plasma pour vouloir graver la couche métallique qui est ici représentée en bleu. Donc c'est un peu comme si, avec une perceuse, j'avais voulu percer ma couche métallique. Bon, il faut voir que la couche métallique, ici, elle fait quelques microns, donc quelques millièmes de millimètres, mais c'est le principe. Donc souvent, on prend l'analogie avec une casserole qu'on voudrait récurer avec un scotch-brite. En fait, vous allez voir pourquoi. Si j'essaye de bien nettoyer ma casserole, se posent plusieurs questions. Si je récure un peu trop dans le fond de la casserole, j'ai tendance à faire un peu ça. Donc on parle de gravure un peu trop isotropique, c'est-à-dire que je vais un peu graver partout, et ça, c'est pas bon, je ne veux pas ça. Le risque aussi, c'est que j'attaque sur les bords partout, et là, c'est parce que j'ai mal réglé mon plasma. On parle de sélectivité, c'est-à-dire que le plasma, il a un peu trop attaqué sur les bords et au fond. Et enfin, il y a un autre problème qui est le réglage de la fin d'attaque, c'est-à-dire que en fait, tout ça sont des opérations automatiques. Il n'y a pas un opérateur qui plonge la main dans le plasma. Les wafers sont placés dans un réacteur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque le plasma se déclenche, automatiquement, il y a une réaction qui dure un certain temps. Lorsque le plasma arrive au terme de cette couche, il va changer de nature puisqu'il va commencer à attaquer une couche différente. Donc la couleur du plasma, en pratique, va changer. C'est détecté automatiquement par des diodes qui vont signaler à un capteur que le plasma a terminé sa gravure. Et en pratique, c'est pour ça qu'on peut faire l'analogie assez facilement avec la cuisine qu'a fait M. Berry, c'est qu'on parle de recette de gravure, effectivement. On va rajouter quelques secondes de fin d'attaque, on appelle ça une recette de plasma, et puis on va rajouter quelques secondes qui vont permettre de bien, ici, graver effectivement dans les bords. Pour être sûr que tout est bien propre, on va mettre quelques secondes de surattaque pour être sûr que tout est bien propre.
Et en pratique, si on regarde des images au microscope électronique à balayage, donc ici on voit sur l'image de droite des lignes de métal qui ont été gravées par gravure plasma. Donc on voit leur profil, on a réellement l'impression qu'on a gravé. Alors on voit un petit peu de rudesse ici, on voit un peu comme si on avait fait dans une couche métallique avec une perceuse ou une scie, on était passé ici, puis il y a quand même une espèce de relief, et c'est réellement ce qui se passe. On parle de dureté de la gravure plasma, donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. On voit un peu mieux sur cette image, parce qu'elle en fait, elle est beaucoup plus grosse. Ici, c'est ce qu'on appelle un MEMS, donc un circuit mécanique. En pratique, ce genre de circuit, vous en avez, sans le savoir, par exemple dans tous vos airbags. Ce sont des circuits maintenant qu'on le réalise sur du silicium, mais qui ont des propriétés mécaniques. Donc on réalise dedans des accéléromètres, par exemple, en 3 dimensions, par exemple, qui permettent de détecter des accélérations, mais aussi des positions. On sait lorsque le circuit est vertical, couché, enfin, etc. Donc tout ça, ce sont une gamme de circuits qui ne sont pas électroniques, mais qui sont mécaniques, mais qui utilisent un peu les mêmes technologies, bien que beaucoup plus grossiers. Donc là, en fait, on est à l'échelle du nanomètre, là, on serait plutôt à l'échelle du micron, ce qui explique aussi que l'image est beaucoup plus belle. Donc l'étape critique qui permet de réaliser tout ça, c'est une étape qui est proche de la photographie. D'ailleurs, on parle de photolithographie. Les gens qui sont familiers avec la photographie argentique comprennent facilement. Et ça, c'est ce qu'on considère comme étant l'étape reine dans la fabrication, c'est la lithographie. Donc avant de faire la gravure, il faut déjà que j'ai défini le profil ici de ce que je veux obtenir. Donc ici, ce que je veux obtenir, c'est ce dispositif, donc des lignes de métal sur mon wafer de silicium, par exemple. Donc je pars ici, donc je vais représenter les différentes étapes sur lesquelles vont être mon wafer de silicium, et je vais expliquer de quelle manière on va arriver à ce que je souhaite ici obtenir. Je vais commencer par utiliser une machine de dépôt, donc par évaporation. En fait, ça s'opère de la manière suivante. Je vais bombarder une cible métallique d'or ou de cuivre, enfin, selon le cas, selon ce que je veux déposer sur mon silicium. Je vais bombarder une cible avec un plasma d'argon, le plus souvent. En fait, après avoir posé le wafer sur une cathode, donc sur un potentiel qui va permettre l'évaporation et l'accélération des particules pour qu'elles se déposent sur le wafer, je vais déposer une couche dont l'épaisseur va être parfaitement contrôlée, donc par exemple une couche de métal sur mon wafer. Donc là voilà, elle est en bleu. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais déposer une couche de résine photosensible. Et pour ça, donc c'est un peu comme un procédé argentique de photographie. J'ai besoin d'une résine photosensible. Donc là, la manière de la déposer, en fait, c'est assez drôle. Les wafers sont mis en rotation, un peu comme s'ils étaient sur un tourne-disque. On va les mettre en rotation à une vitesse qui est parfaitement contrôlée. Et on va déposer en leur centre une certaine quantité de résine, quelques gouttes de résine photosensible. Par un effet de centrifugation, en fait, la résine va s'écarter et le contrôle du temps et de la vitesse de rotation vont faire que l'épaisseur de résine va être parfaitement homogène et d'une épaisseur parfaitement contrôlée. Une fois que j'ai obtenu cette épaisseur de résine photosensible, je vais effectuer l'étape reine de lithographie qui va consister à insérer entre le wafer et ce qu'on appelle dans le photorépéteur la source lumineuse. Donc j'ai un système de lentilles, un peu comme dans un appareil photo, une source lumineuse. J'insère entre les deux ce qu'on appelle un réticule, qui est en fait la pièce maîtresse. Donc ici, vous pourrez le voir au terme de la présentation, ça ressemble à ça. Donc c'est une plaque de quartz recouverte de chrome sur lesquelles j'ai gravé les images maîtres que je souhaite reproduire sur mon wafer. Lorsque la lumière va être activée, donc c'est une lumière laser ici qui va être déclenchée, je vais transférer l'image de mon réticule sur mon wafer, donc c'est tout bête. Et donc à ce moment-là, je vais avoir insolé la résine photosensible. Je vais la développer comme dans un laboratoire argentique. Pour la développer, j'utilise une technique identique. Je viens déposer en son centre une certaine quantité de développeurs et je mets l'ensemble en rotation
après développement et cuisson de la résine, je grave, donc l'étape qu'on a précédemment expliquée. Je vais pouvoir utiliser une gravure plasma qui vont venir graver la couche bleue de métal qui a été protégée par la couche verte de résine qui a été durcie. Donc en photographie argentique, on parlait de développement puis de fixation. Nous, on parle de développement, de cuisson. Mais enfin, au terme près, les procédés sont exactement les mêmes. Et ensuite, je viens nettoyer la résine verte par un petit plasma d'oxygène qui vient nettoyer le tout. Et puis, je me retrouve exactement avec l'image que je souhaitais obtenir au début. Donc, c'est aussi simple que ça. Ce que je vais faire entre chaque étape, malgré tout, c'est contrôler. Parce que contrairement aux étapes de photo argentique où, à la fin, je regarde ici, et puis, si ça s'est mal passé, je recommence, j'ai mon négatif. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que lorsque je serai sorti de cette étape-là, si je veux recommencer, il faut que je reboucle complètement. Donc ça coûte cher. Entre toutes les étapes ici, il y a en pratique des machines qui vont contrôler les épaisseurs des différentes couches, mais aussi des opérateurs humains qui vont, sous binoculaire, vérifier que tout est correct, qu'il n'y a pas en particulier de bactéries qui est venue tomber, qui soit tombée sur le dispositif. Donc, on repousse encore un peu le problème, parce que maintenant qu'on sait comment faire la lithographie, il faut se poser la question de savoir comment on fait ce réticule. Le réticule, c'est une plaque de quartz, comme je l'ai dit, qui est recouverte de chrome, qui me permet de transférer l'image des différents transistors et des lignes métalliques sur le wafer. Il faut de 15 à 35 réticules pour aboutir au dispositif final. Ça veut donc dire que selon la technologie, alors pourquoi de 15 à 35 ? Il y a des technologies qui nécessitent peu d'étapes de connexion métallique, auquel cas j'aurais besoin de peu de réticules, mais il y en a certaines qui sont excessivement complexes. Les procédés les plus complexes en ce moment sont certainement ceux qui mettent en œuvre ce qu'on appelle les mémoires flash que vous utilisez dans vos clés USB d'ordinateur ou les mémoires d'appareils photo. Dès qu'on a des mémoires qui sont reprogrammables, donc toutes ces mémoires qu'on appelle flash mettent en œuvre un grand nombre d'étapes lithographiques qui peut aller jusqu'à 35. Ça nécessite un environnement très propre, ce qu'on appelle une salle blanche, donc une salle ultra propre. Et puis, ça a un coût qui est excessivement onéreux, puisque aujourd'hui, c'est l'étape qui coûte la plus cher dans une fabrication, d'une part parce que l'équipement lui-même, ce qu'on appelle le photorépéteur, est excessivement cher, puisque la machine coûte aux environs de 10 millions d'euros, et puis que les réticules, donc ce qu'on appelle le jeu de réticules, donc le jeu de 15 à 35 réticules, lui, il coûte d'autant plus cher que le nombre de réticules est élevé, c'est évident, donc 15 ou 35 multiplié par le coût du réticule individuel, dont le coût lui-même est fonction de la technologie. Donc on s'imagine bien qu'il y a quelques années, les réticules, lorsqu'on faisait des technologies à 90 nanomètres, de transistors à 90 nanomètres, coûtaient assez peu cher. Mais aujourd'hui, à 45 nanomètres, les réticules coûtent excessivement cher, si bien que l'ensemble ici peut aujourd'hui coûter à peu près 1 million d'euros. Donc ce que ça veut dire, c'est que si on a une erreur qui s'est glissée à ce niveau-là, il faut tout jeter et recommencer. Donc ce que ça ne peut nous laisser comprendre, c'est qu'on fait plus de vérifications qu'autrefois, donc ça c'est vrai. Autrefois, on ne se posait pas tellement de questions pour commencer une fabrication, on se disait on verra bien, si ça ne marche pas, on essaiera de comprendre pourquoi sur le circuit et on fera les corrections. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise beaucoup plus de logiciels qu'autrefois pour s'assurer qu'en fait, dès qu'on commence la fabrication, on soit sûr que dès le premier prototype sorti de la fabrication, tout marche bien. Donc les gens qui fabriquent les circuits aujourd'hui exigent que dès le premier circuit, il est parfaitement fonctionnel et il peut être commercialisé immédiatement. Donc d'où un certain nombre de contraintes de fabrication qui sont par exemple de dire je veux concevoir un jeu vidéo pour Noël prochain. Donc je calcule tout en marche arrière pour me dire il faut que je conçoive le circuit à partir d'aujourd'hui pour commencer sa fabrication à partir du mois d'août, etc. Donc tout est calculé au plus juste pour faire en sorte que sans avoir à refaire de série de fabrication, tout soit prêt pour la mise en production à une date donnée. Ça explique aussi pourquoi, en fait, sans arrêt,
les appareils qu'on utilise soient jetés tous les ans et qu'on exige en permanence d'avoir des modèles nouveaux, plus performants, plus petits, etc. Donc ça, c'est un investissement majeur dans la fabrication, sachant que dans une usine, un équipement de ce type-là ne suffit pas. C'est un goulet d'étranglement, puisqu'on est obligé d'exposer chaque wafer individuellement, et non seulement chaque wafer, mais chaque puce. Ici, on a l'image de chaque puce à une échelle qui est d'environ 4 ou 5x, selon le cas. Donc on réduit par un système de lentilles, donc pour en améliorer la résolution. Mais le dispositif qui est ici, la machine, doit donc exposer, faire bouger l'ensemble et exposer chaque puce. Donc c'est un goulet d'étranglement. C'est pourquoi on a besoin d'un assez grand nombre de machines en pratique, et ce qui explique l'investissement lourd pour une fabrication. La plus grande difficulté, c'est de viser juste. C'est-à-dire que quand on expose, ça peut sembler facile d'exposer, mais ce qui est difficile, c'est d'exposer au bon endroit. Parce que si on fait ça, ça ne marche pas. Et on comprend aisément pourquoi. J'avais des lignes de métal horizontales en bleu. Au niveau suivant, j'ai voulu connecter des lignes verticales en noir. Je me retrouve à viser totalement à côté. Alors en pratique, pour résoudre ce problème, lorsque j'expose un niveau, je viens rajouter des petites marques, là elles sont en bleu, des petites marques qui prennent l'apparence de vernier ou de croix ou de cible. C'est variable selon les équipements, selon les marques. Mais en pratique, à chaque exposition, je viens déposer des marques qui me permettent de viser lors de l'alignement suivant. Donc je viens viser les marques précédentes pour aboutir à un alignement correct. En pratique, je ne le fais pas à l'œil nu, mais avec des systèmes d'interférométrie laser. Donc la machine est capable de viser d'elle-même et s'ajuste. Donc on la voit en pratique qui bouge et qui s'aligne. Donc sur chaque puce, elle vient s'aligner. On voit la lumière s'allumer et puis passer à la puce suivante. Donc c'est assez lent, même si ça prend quelques dixièmes de seconde. Au total, ça représente du temps. Et par ailleurs, c'est excessivement complexe d'aligner des marques qui font quelques millièmes de microns. Par ailleurs, il faut voir que ces marques ne sont pas plates, elles ont du relief, donc c'est difficile. Il y a des phénomènes d'interférence. Enfin, bon, je passe sur les détails, mais c'est loin d'être trivial. Si on regarde maintenant l'intégration de tout ça, c'est-à-dire qu'on empile des couches un peu comme dans un millefeuille, une fois qu'on a maintenant compris qu'on partait ici sur ce schéma de transistors sur lesquels on vient superposer des couches successives qui s'empilent, donc on a les couches lithographiques qui s'empilent les unes sur les autres, au terme de mon procédé, j'ai quelque chose qui est assez montagneux au final. Donc ça, c'est un procédé assez ancien, c'est pour ça que je l'ai montré, il s'agissait d'un niveau de métallisation, donc je n'avais qu'une couche de connexion, une possibilité seulement de connecter les signaux entre eux. En revanche, j'avais 2 niveaux de polysilicium, c'est un procédé assez ancien qui date des années 80, et à l'époque, on avait réellement des reliefs de ce type-là, c'est-à-dire que lorsqu'on déposait la résine, par exemple, par les effets de centrifugation, on se posait réellement la question de savoir si on allait réussir à passer ce qu'on appelait les marches, donc à franchir des montagnes. Aujourd'hui, on a résolu ce problème ici en rabotant chaque niveau. Donc, en fait, de la même manière qu'on pourrait polir, il faut assimiler ça un peu à du papier de verre qu'on passerait sur notre wafer pour raboter à chaque étape les couches de métal de manière à ce qu'elles soient le plus horizontales possible, les plus planes possibles. Ici, j'ai représenté en bleu toutes les étapes de lithographie, donc on comprend que ça puisse être assez élevé. Et là j'ai 9 couches de métallisation qui se superposent. C'est un peu comme si, sur des routes, on avait 9 épaisseurs de tunnels et de ponts et de passerelles qui passaient les unes sur les autres. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas se croiser, on ne peut pas avoir de rond-point sur un circuit. On ne peut que passer dessus ou dessous. Donc en fait, on peut connecter une couche supérieure et une couche inférieure. Donc ici, c'est comme si j'avais un petit ascenseur. J'ai creusé un trou, le métal est descendu dedans pour se connecter à son voisin du dessous. Mais en revanche, il n'y a pas de rond-point, il n'y a pas d'intersection possible. Un rond-point ou une intersection avec 4 stops, en l'occurrence, ça devient un court-circuit. Donc ça, on veut surtout l'éviter. Et on voit ici en 3 dimensions ce que ça représente. Là, on a une vue en 3 dimensions de mes couches. Donc, on voit bien ici les petits ascenseurs, ce qu'on appelle des vias, qui permettent
de connecter les couches métalliques entre eux. Donc on imagine ici, là on n'a que quelques couches de représenter, mais en pratique on a jusqu'à 9 couches de métallisation les unes sur les autres. Et ce qu'on illustre ici, c'est le fait que la largeur est beaucoup plus faible que la hauteur. C'est un peu comme si on avait des tours en fait. Ce ne sont pas des petites épaisseurs métalliques, mais ce sont réellement des gros reliefs qui nous obligent à tout raboter en permanence et puis surtout à prendre en compte des effets capacitifs dont vous a parlé M. Berry, c'est-à-dire que 2 couches métalliques ici séparées par un isolant, ici j'ai un isolant, qui est le plus souvent de l'oxyde de silicium, c'est une capacité électrique parfaite, c'est-à-dire c'est un condensateur électrique qui va retenir des charges électriques et donc on est obligé de simuler tout ça par logiciel. En final, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas un processus linéaire de fabrication. Ce n'est pas comme une voiture qui rentrerait à un bout de la chaîne pour en sortir à l'extrémité, mais c'est itératif, c'est-à-dire que ça passe son temps à reboucler dans les mêmes machines lithographiques, de gravure, d'exposition, enfin, tout reboucle un grand nombre de fois. Et ce qu'il faut retenir de tout ça, s'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est que le cycle complet de fabrication est très lent. C'est-à-dire qu'on s'imagine parfois que ça doit aller assez vite, un peu comme le cycle de fabrication de ce qu'on connaît naturellement, une voiture, ou etc. Mais en pratique, en travaillant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le temps incompressible de fabrication de tout ça, c'est de 8 à 12 semaines. Donc le temps incompressible de procéder, sans tenir compte des aléas, de retard, etc. On peut difficilement faire mieux que ça. Donc imaginons qu'on ait une idée aujourd'hui de circuit qui va rentrer dans un jouet qu'on va commercialiser à Noël prochain. Eh ben, on a peu de marge de manœuvre parce qu'on sait déjà que la fabrication de notre circuit va prendre au moins 3 mois. Dès l'instant où on le commande, on n'aura rien avant 3 mois. Donc, il faut parler maintenant du rendement de fabrication. Donc, comme on l'a vu, ce qui peut tuer un circuit, c'est quelque chose de très petit. Donc, par exemple, une bactérie, telle qu'elle est représentée ici, on voit qu'elle fait un trou dans le circuit. Le rendement de fabrication, il s'exprime par cette formule. Donc, je vais passer brièvement dessus, mais grossièrement, ce qu'il faut retenir, c'est que je n'ai que 2 moyens de l'améliorer. Le rendement de fabrication, au début, il peut être très faible. Ça surprend souvent, mais on peut être amené dans les premières phases de fabrication à jeter 9 puces sur 10. Donc pour l'améliorer, ce qui est notre souci constant pour diminuer les coûts de fabrication, on peut diminuer la taille du circuit. Donc ça, on vous l'a expliqué, la loi de Moore, sans arrêt, elle veut diminuer la taille du circuit. Et ça, ce sont des gens comme nous, des fabricants de logiciels, qui font en sorte que les circuits soient de plus en plus petits. Donc il faut compacter, faire en sorte que les circuits soient rétrécis à leur maximum, ou alors on peut diminuer le taux de défaut. Il faut voir qu'aujourd'hui, le taux de défaut dans la salle dans laquelle on fait les circuits, donc dans les salles les plus propres, dans la lithographie, elles sont de classe 1, ce qui signifie qu'au maximum, on a une particule contaminante par pied cube. Pied cube, ça signifie un pied étant 30 cm, 12 pouces. Donc, par pied cube, donc il faut voir par section de 30 cm, on a le droit à avoir une particule de 0,35 microns, donc 0,35 millième de millimètre. Donc il faut ramener ça à ce qu'on connaît. Par exemple, une salle de chirurgie, c'est en classe 10 000. Donc déjà, pour fabriquer les circuits, traditionnellement, on est dans une classe 1. Mais ce n'est pas assez pour faire les nouveaux circuits. Maintenant, on utilise de plus en plus de systèmes de robotisation qui font en sorte que les wafers eux-mêmes, donc chaque galette, est en fait dans une petite salle blanche individuelle, dans une boîte qui est en classe 0,1, donc beaucoup plus propre, encore 10 fois plus propre. Les boîtes sont transportées par des robots qui s'ouvrent dans les machines sous vide. Donc ça permet d'avoir des contaminations qui sont de meilleure qualité. Je vais brièvement vous décrire les étapes finales qui sont moins intéressantes, qui sont moins nobles, mais qui représentent un coût important. Donc des machines qui permettent de tester la fonctionnalité des circuits à la fin. Donc chaque circuit est individuellement testé. Chaque circuit est découpé. Donc il faut qu'avec un système laser ou par des scies, les wafers sont découpés pour que les puces soient séparées. Ensuite, elles sont soudées. Donc je vous invite à venir voir des échantillons ici. On utilise des petits fils d'une quinzaine de microns qui viennent souder les puces sur les boîtiers extérieurs. Et enfin, les boîtiers, une fois la puce, j'ai un petit problème de représentation, mais une fois la puce terminée, il faut la tester et revérifier que dans toutes les circonstances, elle fonctionne bien.
Ce que je vais essayer de très brièvement vous montrer, c'est de quelle manière est-ce qu'on a résolu les obstacles technologiques dans les 20 dernières années qui ont été imposés par la loi de Moore. Donc on va passer sur ces équations optiques uniquement pour signaler que les machines ont pris du retard, les machines optiques ont pris du retard dans les dernières années à cause de problèmes ici, qui sont illustrés, de longueur d'onde de la lumière dans les photorépéteurs. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, à consulter les transparents qui seront disponibles sur Internet. Je vais passer dessus. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, ne sachant pas résoudre les problèmes lithographiques qui se posent à nous, on utilise plusieurs artifices qui sont le plus souvent d'utiliser, en fait, d'immerger le tout dans l'eau, qui permet d'améliorer l'indice de réfraction du dispositif. Donc là aussi, je passe un peu vite, mais l'eau a un indice de réfraction supérieur à l'air. Donc c'est la technologie qu'on utilise aujourd'hui. On utilise des lasers à 193 nanomètres qui permettent d'exposer les wafers, le tout dans un environnement aqueux. L'autre solution aurait consisté à augmenter, ici je l'ai représenté, d'augmenter le diamètre donc, de l'objectif, l'ouverture numérique de ma lentille. En pratique, ce n'est pas possible. Il faut savoir qu'une lentille de photorépéteur, c'est un dispositif qui pèse quelques centaines de kilos, qui coûte quelques millions d'euros. Et malheureusement, le diamètre de la lentille, l'augmenter, c'est au cube du diamètre de la lentille. Donc, c'est une piste qui n'est plus exploitée. Donc, la seule qui soit exploitée, c'est d'augmenter l'indice de réfraction. Pour éviter les problèmes de profondeur de champ, donc ça parle aux gens qui font de la photographie, je planarise, je rabote au maximum le wafer, ça c'est évident, comme ça je m'affranchis des problèmes de profondeur de champ. Et enfin, ce que j'utilise beaucoup, c'est le logiciel, on va voir comment. Et puis, il y a plusieurs pistes qui sont étudiées, ou tout au moins à l'état de recherche, les rayons X, les ultraviolets profonds, et puis les faisceaux d'électrons. Je passe là-dessus. Il faut savoir que les faisceaux d'électrons, c'est toujours à l'état de recherche. Ça a même été envisagé à une époque où on travaillait là-dessus pour faire des prototypes. Ce que je vais vous montrer brièvement, pour rappeler un peu la conférence inaugurale de M. Berry, c'était l'exemple qu'il avait donné de la porte de cathédrale. Donc, si je veux prendre la porte ici avec un objectif traditionnel grand angle, je vais obtenir des aberrations. Avec un appareil photonumérique, ce n'est pas très grave parce que par logiciel, je vais la corriger pour obtenir un bon résultat. Moi, dans mon cas, ce n'est pas possible. Je suis dans la logique plus de la photographie argentique. Ce que je souhaite obtenir, c'est une image théorique qui est celle-ci. Et puis, avec les aberrations optiques de mes de mes lentilles et de mes équipements, ce que j'obtiens, c'est ça. Donc, j'ai des effets d'attirance des géométries, des effets qui sont non linéaires, donc qui sont peu intuitifs, qu'il faut simuler par logiciel. Donc, on voit que les lignes sont mal définies, que les géométries sont attirées les unes par les autres. Donc, c'est très peu linéaire et très difficile à simuler. Donc, ce que je vais faire, c'est modifier l'image de départ. C'est un peu comme si j'allais modifier la menuiserie de ma porte de cathédrale pour faire en sorte qu'elle soit facilement, après photographie, après aberration photographique, qu'elle soit correcte. Donc, pour obtenir, en fait, je fais totalement le chemin inverse. Pour obtenir cette image-là, je suis obligé de manipuler l'image de départ en lui rajoutant des géométries qui ne servent à rien sur le plan fonctionnel, mais qui ont l'avantage de permettre, après optique, d'obtenir une image satisfaisante. Il faut voir que tout ça a un impact parce qu'au lieu de stocker sur mon ordinateur et de faire des calculs sur 4 polygones, ici 4 géométries, eh ben, je suis obligé d'en faire avec 25. Donc ça, c'est un impact majeur. Si vous êtes intéressé par comprendre un peu mieux le pourquoi de toutes ces petites géométries, je vous invite à consulter un peu plus en détail les transparents ou à me poser des questions à l'issue de la présentation ou par email. Mon email est disponible sur la présentation. Donc tout ça, en fait, est plus simple à comprendre qu'on ne le croit si on a un peu des notions d'optique. Pour ce qui concerne la gravure, on a vu apparaître aussi des phénomènes parasites, en particulier à 0,18 microns, on a vu apparaître des phénomènes d'antenne qui sont intéressants, mais qui ont l'inconvénient de détruire tous mes transistors. Donc là, je passe dessus, mais par logiciel, on réussit en fait à nouveau par simulation et par correction à résoudre ce problème-là. On l'a assez bien maîtrisé. Le problème aussi de l'homogénéité du plasma fait que
je suis obligé de rajouter des géométries qui ne servent à rien dans mon circuit, qui ont un impact sur le stockage, mais qui ont des conséquences aussi sur les simulations, mais qui ne servent à rien, donc c'est un peu une aberration à laquelle je suis conduite par les effets technologiques. Il y a aussi des problèmes à la métallisation qu'on va comprendre, c'est que les délais ne sont plus dans les transistors, mais dans les interconnexions entre les blocs. Donc M. Berry vous l'a expliqué, il faut que tous les circuits, tous les signaux arrivent au même temps, au même endroit, et ça c'est loin d'être évident parce qu'on l'illustre sur ce schéma. Il est évident sur ce schéma qu'il sera beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide d'aller de A en A1 que de A en A2, vu la longueur des chemins respectifs. Donc ça, il faut le corriger par logiciel pour faire en sorte que les signaux soient synchrones à l'arrivée aux différents blocs. Donc ça aussi, sont aussi des problèmes logiciels qu'on doit et ça explique aussi l'ensemble des phases logicielles ici qu'on doit utiliser. Je vous invite à consulter ça sur les transparents. On n'a pas le temps de revenir dessus. Il y a quand même des phénomènes qui sont plus qu'intéressants. C'est par exemple ce phénomène-là qui explique pourquoi les circuits meurent au bout d'un certain nombre d'années. Il y a une raison. L'électromigration fait que les circuits, au bout d'un certain nombre d'années, ont des lignes qui se coupent d'elles-mêmes et qui expliquent pourquoi ils meurent. Donc, mais ce n'est sûrement pas au bout d'un an. Ça n'explique pas pourquoi on change nos ordinateurs tous les ans ou tous les 2 ans pour avoir le dernier modèle. Mais en revanche, au bout d'un certain nombre d'années, on le simule par logiciel, les lignes se détruisent et donc les circuits meurent. Donc ça, c'est un problème logiciel. Brièvement, ce qu'on peut dire, c'est que les ingénieurs, vu le nombre d'étapes élémentaires, là c'est partiellement listé, mais vu le nombre d'étapes élémentaires, les ingénieurs de conception sont obligés de s'ultra spécialiser. On comprend pourquoi. En finale, ce que je crois qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le coût d'une unité de fabrication est tel, puisqu'aujourd'hui, pour construire une usine, il faut à peu près 2 milliards d'euros. Ça a mené à des externalisations majeures, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité des usines de fabrication ne sont plus en Europe, mais en Asie, en majorité à Taïwan. Pas pour des raisons de coût aujourd'hui, mais pour des raisons de savoir-faire. Ce sont en Asie maintenant qu'on a le plus grand savoir-faire, probablement les technologies les plus avancées. Si on regarde en 2006 les 10 premiers producteurs de circuits, on voit que les premiers restent des Intel, donc des Américains, qui font à la fois la conception et la fabrication de leurs circuits, mais apparaissent des nouveaux acteurs ici, comme TSMC à Taïwan, qui sont des gens qui ne font que fabriquer. Donc ces gens-là ne conçoivent rien, ne font que fabriquer les circuits. Et de plus en plus apparaissent des gens de ce type-là, ce qu'on appelle des fondeurs de circuits. Et de plus en plus, en conclusion, ce que je pense qu'on doit retenir, c'est que la loi de Moore est toujours vraie. On résout les problèmes soit par logiciel, soit en résolvant les problèmes physiques, et que ce qu'on estime à l'horizon de 2020, ce sont des transistors à 6 nanomètres contenant 6 milliards de transistors. Je vous remercie et je vous invite, si vous le souhaitez,